Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver. Le printemps est revenu, en Catalogne en tout cas, donc dans la forêt, c'est un vrai bonheur. Avec un beau petit jus, des bonnes petites questions, on est parti pour une question-réponse. C'est un petit moment qu'on n'en avait pas fait, puis il y a eu une petite pause, donc je voulais appréhender certaines de vos questions que j'ai parcourues rapidement, il y a des trucs super intéressants dedans. Et puis c'est toujours pareil, c'est l'occasion de faire le point. Il y a des questions aussi que j'ai attrapées dans les commentaires qui sont postés sur YouTube, c'est Facebook et YouTube principalement. Des remarques par exemple qui m'ont interpellé quand je lisais les commentaires sur YouTube, et je vous remercie pour tous vos commentaires d'ailleurs, et qui m'ont dit ok, là il faudrait creuser un peu plus la question. Bon, ça c'est l'objet de ces questions-réponses. Vous savez, toujours une espèce de rythme entre vidéos thématiques, vidéos de recettes. On me demande aussi les vidéos de recettes de jus. On va en refaire tout bientôt, ça va redémarrer. J'avais pas de local pour le faire et on a enfin terminé le local où je vais pouvoir tourner mes vidéos. Enfin terminé, en tout cas il est suffisamment terminé pour qu'on puisse y tourner des vidéos. Donc ça va redémarrer tout bientôt. Et donc avec ce petit équilibre questions-réponses qui permettent de revenir sur des notions clés, bah, ça permet toujours pareil d'explorer le vivant, de s'émerveiller. Je ne sais pas vous, mais moi je m'émerveille devant le vivant et je m'émerveille tous les jours devant le vivant. La vidéo que j'ai faite et qui a bien tourné, ça j'en suis très content, que j'avais appelé 10 minutes ou la clé pour soigner toutes les maladies et devenir plus fort ou plus forte, et qui parlait essentiellement de la loi de l'hormèse et donc de cette capacité unique du vivant à s'améliorer quand on l'utilise dans les conditions normales d'utilisation, on va dire, mais quand on le met au challenge aussi. Elle a bien tourné, vraiment, je suis très content parce que c'est une vidéo qui est fondamentale pour moi, c'est-à-dire vraiment réforme d'hygiène de vie essentielle, c'est la base des bases et on n'y revient pas, les jus, les fruits, le repos, la respiration, tout, excellent, mais on ne peut pas se contenter d'avoir un organisme quelque part, si vous voulez, pour prendre les choses clairement, ce faisant, la plupart du temps, on vise d'abord de diminuer la toxicité de l'environnement plus que renforcer l'organisme. Et pour moi, il faut les deux. Diminuer la toxicité de l'environnement de manière à demander moins à l'organisme en termes d'adaptation au quotidien et muscler l'organisme de manière aussi à ce que quand il faut donner plus par cet organisme-là, ben on en donne plus. Et vous l'avez compris, le but c'est pas de s'adapter à un monde dans lequel les besoins vitaux de l'individu ne sont pas respectés, mais avoir la capacité de s'y adapter si nécessaire. Là, tu vois, tu pars en voyage par exemple, bon, mais si quand tu pars en voyage tu ne peux pas survivre, si tu n'as pas exactement le rythme que tu as chez toi, les nourritures que tu as chez toi, il y a un problème. Donc au quotidien, tu te places dans des conditions qui sont excellentes, mais s'il faut avoir de la hanche, tu l'as. Et c'est vraiment ça le but de devenir plus fort. Et vraiment, on va développer cette dimension. Je vais le développer aussi avec mon ami Pierre Dufresne, que je remercie toujours, puisque c'est lui qui sélectionne aussi vos questions sur Facebook. On va le développer, parce que je pense que c'est une part essentielle. Et que là, depuis 7 ans que je fais ces vidéos, le message sur la réforme de l'hygiène de vie, se replacer plus près de l'idéal pour demander moins d'adaptation au corps, il est passé. On va continuer à le cultiver, mais il est passé. Maintenant, il s'agit de devenir plus fort et de faire passer ce message. Et d'ailleurs, orange, épinard, céleri branche, gingembre et curcuma, atoc. Ça, pour l'hiver, c'est une super formule. Enfin, je peine à dire que c'est pour l'hiver, il fait 15-16 degrés, là il fait très bon. Mais super formule, orange, épinard, en ce moment c'est en pleine saison, céleri branche. Je vais vous faire aussi une recette de jus là, que j'ai découvert pendant mes vacances, quelque chose d'assez exceptionnel. Prochaine vidéo, je fais un peu de teasing. Et donc je vous parlais d'adaptation et de muscler le système adaptatif. Et je vous ai parlé il y a quelques vidéos d'un événement qui va avoir lieu en avril, de 2 événements qui vont avoir lieu en avril. Et j'ai eu beaucoup de questions parce que visiblement je n'avais pas été très précis. J'ai parlé dans une précédente vidéo qu'en avril j'allais m'associer, en tout cas apporter ma contribution pour un stage qui se passe le 7 et le 8 avril sur 2 jours, c'est assez rare, qui n'est pas organisé par Régénère, qui est organisé par une association qui promeut les techniques d'adaptation en milieu naturel, ce qu'on appelle le bushcraft, l'art de vivre dans les bois. Et là, pendant 2 jours, je vais donner un stage. Alors, ça ne va pas être un stage pratique sur l'art de vivre dans les bois, ça va être un stage comme moi je donne, c'est-à-dire un stage avec le contenu que je donne dans mes vidéos, c'est uniquement moi qui le donne, mais ça sera quand même orienté loi de l'hormèse, c'est-à-dire devenir plus fort pour mieux s'adapter. Donc ça sera vraiment orienté dans cet esprit, mais ça sera 2 jours de la quintessence de ce que je partage dans ces vidéos. Il y a le lien
en dessous de cette vidéo. Il reste encore quelques places. Ça va être en petit comité. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait des stages en tout petit comité, donc ça va être sympa pour les échanges. Ça sera très très chaleureux. 2 jours, c'est pas beaucoup, mais en 2 jours, je pense qu'on peut avoir des clés essentielles. On va parler bien sûr beaucoup de jeûne, de détoxification. On va parler beaucoup de respiration et de techniques pour favoriser l'homéostasie et l'hormèse, surtout si on se retrouve en milieu naturel, mais pas que. Donc c'est pas exclusif, c'est dans le cadre de cette association. Et ensuite, j'ai parlé d'un autre événement alors qui est complètement différent. Là, cette association propose un stage de bushcraft, qui est un anglicisme, c'est l'art de vivre dans les bois, dans lequel moi je serai participant, qui va se passer à côté de chez moi, dans lequel moi je serai participant, mais absolument pas enseignant. Donc c'est 2 choses complètement séparées. Là, moi j'irai en participant avec les enfants et on va, parce qu'on prend un pied pas possible, à passer plusieurs jours comme ça, à monter un camp, à vivre tous ensemble, à faire le feu, à aller chercher l'eau et à apprendre des techniques autonomisantes. Ce n'est pas des techniques de survie, c'est des techniques autonomisantes pour vivre joyeusement dans les bois et se rendre compte qu'on n'a pas besoin de grand-chose. Donc 2 événements bien séparés, 7-8 avril, c'est Titi qui est aux commandes, c'est Titi qui donne le cours, Esprit Thierry, dans le cadre d'une association, et fin avril, le 27, 28, 29 de mémoire, à un jour près, il y a le lien juste en dessous de cette vidéo. Là, c'est un stage d'art de vivre dans les bois. Ce n'est pas moi l'instructeur. Vous verrez, les personnes qui sont les instructeurs, je pense à Yves particulièrement et à Claire, sont juste exceptionnels. C'est des gens qui ont la passion vissée au corps et j'aime ce qu'ils partagent, j'aime la façon dont ils le partagent et j'aime la générosité avec laquelle ils le partagent. C'est pour ça que je promeus ces stages avec grande joie. Et en parlant de stage, alors j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il reste des places pour le stage de mai et que vous pouvez vous y inscrire. Ça, c'est une bonne nouvelle, on est d'accord. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'y aura pas les rencontres de la régénération. Je suis vraiment désolé, je suis contrit même de devoir annoncer ça. Pour des raisons d'organisation lourdes, on ne va pas pouvoir réaliser les rencontres de la régénération. C'est une très grande déception, on avait tout mis en place. On tardait à les annoncer parce qu'il y avait encore des petits points qui faisaient couac, et ces points qui faisaient couac, eh bien, ils se sont montrés trop importants. Et donc c'est avec grand regret qu'on doit les annuler cette année. Donc pour l'instant, au niveau des événements régénères, il y a le stage de mai, il y a le petit stage le 7-8 avril, et puis après il y a le stage de mai, 6 jours qui se passent du côté de Miramont de Guyenne. C'est donc pour ceux qui veulent acquérir cet enseignement, c'est comme dans les vidéos, mais en plus. En plus, qu'est-ce qu'il y a en plus? C'est que, premièrement, c'est intense. Pendant toute une semaine, on suit un fil conducteur. C'est en direct, donc la transmission, elle est plus forte. Et puis, c'est en groupe. Donc, on est tous ensemble et on se soutient. Le cadre est magnifique. Pour ceux que ça intéresse aussi, il y a tous les renseignements qui sont juste en dessous de cette vidéo. Et je sais qu'il y avait des remarques qui avaient été faites pour dire que le processus d'inscription n'était pas facile sur le site, qu'il était assez confus. Il y a maintenant un numéro de téléphone, vous téléphonez, vous avez une personne qui vous répond. Vous pouvez payer directement par téléphone pour l'inscription au stage. Vous aurez tous les renseignements que vous voulez. Enfin voilà, ça y est, n'hésitez pas. Il y a le numéro de téléphone qui sera en dessous de la vidéo. Et voilà, ça va être l'événement de cette année. Peut-être qu'il y aura quelque chose cet automne, mais je ne suis pas encore sûr. Loin de là, parce qu'on a tellement d'autres projets qui sont en cours qu'on ne peut pas tout faire. Voilà. Mais grande déception pour les rencontres de la régénération. Bonne nouvelle, c'est que le stage continue, alors qu'il y a eu un doute même pour le stage de mai. Donc je suis content d'avoir préservé ça. On est parti. On a... Enfin, moi j'ai... Sérieusement. Orange, épinard en hiver. Je sais qu'il faut varier les verdures, mais... Je varie les approvisionnements d'épinards. Non, mais vraiment, c'est... Excellent, excellent, excellent. Allez, moi j'ai une petite heure devant moi, j'espère que vous l'avez aussi. Je ne pense pas qu'on puisse passer en revue toutes ces questions, mais on va en passer quelques-unes et puis on s'en refera une autre question-réponse en suivant. Elles seront toutes traitées. Je remercie Pierre Dufresne qui s'occupe du Facebook, avec qui vous pouvez échanger quand vous posez des questions sur Facebook et qui a sélectionné toutes ces questions. Et je sais que d'habitude c'est avec pertinence. Question de Myrtille. Système hormonal féminin. Sujette au syndrome prémenstruel, douleur aiguë pendant les règles et saute d'humeur, je suis consciente que la solution réside dans le repos et l'hygiène de vie, que je pratique autant que possible. Cependant, je m'attendais au cependant, le chemin est long quand on essaie de sortir d'un épuisement chronique. Oui, et d'ailleurs, ces syndromes prémenstruels et tout sont l'expression même, sont une expression symptomatique de ton épuisement. Parce que quand on parle d'épuisement, on parle d'épuisement système nerveux, système hormonal. Et s'il y a des troubles du type syndrome prémenstruel, c'est la plupart du temps parce qu'il y a une dérégulation de la production hormonale, l'équilibre, progestérone, oestrogène souvent, mais pas que. Donc c'est vraiment l'équilibre hormonal qui est en jeu.
Ma demande serait une vidéo détaillant ce qui se joue au niveau physiologique lors des manifestations des différents symptômes que l'on peut avoir au cours du cycle. J'ai besoin de clés de compréhension pour soutenir adéquatement mon corps avec des plantes appropriées à ces différents états hormonaux et éviter les effets indésirables que j'ai pu connaître en ne prenant pas la bonne plante au bon moment, en attendant un rétablissement complet du terrain. C'est intéressant ce que tu dis. Alors, là, dans le cadre d'un question-réponse, je le notais comme sujet de vidéo, dans le cadre d'un question-réponse, ça ne va pas être mon propos. Mais tu dis que tu as eu des effets indésirables en ne prenant pas la bonne plante au bon moment. Et ça, c'est le gros problème. Le truc, c'est qu'il faut quand même considérer que le corps humain, même si on comprend, on appréhende ces mécanismes généraux de fonctionnement, c'est quand même une grande boîte noire pour nous et on en découvre tous les jours. Hein. Donc on est loin d'avoir quelque chose de certain. Et jouer à la complémentation, à la supplémentation ou à la stimulation du corps, ça demanderait à avoir une vision globale du système et de comprendre parfaitement ce qu'on n'a pas. C'est pour ça que je me méfie énormément. Tu vois, là, tu vas me dire, voilà, quelle plante pour quelle partie du cycle? Je vais te dire, bien malin celui qui pourra te le dire. J'en sais rien et je ne sais pas si quelqu'un pourra te le dire honnêtement parce que qui te connaît vraiment? Parce qu'on va avoir des principes généraux, mais de là à te dire exactement telle plante pour telle partie du cycle, j'y crois pas. Alors, quand même, pour te répondre, il y a une classe de plantes qu'on dit adaptogènes. Ce sont des plantes qui facilitent l'adaptation du corps, donc qui soulagent le système hormonal et qui vont avoir une action globale sur le système hormonal. Ce ne sont pas des plantes stimulantes, ce ne sont pas des plantes spécifiques. Moi, je t'orienterai vers ces plantes adaptogènes. Chez Régénérescence, par exemple, il y a un mélange qui s'appelle Adréno 1, qui est excellent. Il y a un mélange qui s'appelle Femelle 1, qui est excellent aussi, et qui va dans le sens de la régulation du... Non, c'est Femelle 2, pardon. Pas 1. Le 1, c'est pour les femmes qui sont plus jeunes, excuse-moi, hein, et qui ont plus besoin pour la fertilité, pour booster la fertilité. C'est Femelle 2, hein, Femelle 2 qui contient énormément de plantes dites adaptogènes. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup ces mélanges, parce qu'on ne joue pas aux apprentis sorciers. C'est-à-dire, tu vas rencontrer des tas de plantes, hein, on va te dire le Donquai par exemple, Donquai excellent pour telle partie du cycle féminin, mais je veux dire, d'un individu à l'autre, l'action de la plante va être complètement différente. Et je crois qu'on se plante littéralement. Alors, pour répondre à ta question, est-ce qu'il y a des plantes spécifiques? Non. Est-ce qu'il y a des plantes adaptogènes globales pour tout le système endocrinien? Oui, parce que je ne me vois pas considérer la production hormonale féminine, oestrogène, progestérone, par exemple les ovaires, indépendamment de tout le système hormonal, thyroïde, surrénal, pituitaire, pinéal. Donc, il faut avoir des plantes qui vont avoir une action globale, régulatrice, hein, sur tout ce système endocrinien. Donc, c'est pour ça que vraiment, plantes adaptogènes, là, tu ne prends pas de risque. Pas de plantes stimulantes, pas de plantes qui vont accélérer le rythme hormonal ou le freiner, parce que c'est un peu ça qu'on joue. Hein, on se dit, ah, je vais accélérer le vivant, puis je vais le ralentir. Et là, j'ai envie de dire, mais attends, mais quelle arrogance, quelle prétention. Tu prétends agir sur le vivant, mais le vivant agit de lui-même. Tout ce que tu peux, c'est lui apporter des nourritures, lui apporter des principes actifs duquel il va se servir pour fonctionner de manière adéquate. Et donc, moi je dirais plante adaptogène. Ensuite, bon, tu m'as dit, je suis consciente que la solution réside dans le repos et l'hygiène de vie, donc je ne vais pas te le refaire. Repos, hygiène de vie, jus, tout ce qui va participer à disons, ramener ton corps dans les limites de ta capacité adaptative. Et si tu es épuisé, ta capacité adaptative, elle est très très faible. Pense vraiment, quand tu as des syndromes prémenstruels, aux jeûnes ou à la diète et à l'allègement digestif. Vraiment, je pense que c'est quelque chose de très important. Vraiment alléger le bol alimentaire, des petits jeûnes très courts, tu vois, une journée, une demi-journée, jeûne sec, ou simplement quelques jus, tu vois, mais vraiment léger pour laisser le corps se réguler. Tiens, si tu veux, lui apporter le moins d'informations et d'éléments de l'extérieur pour qu'il puisse se gérer lui-même à l'intérieur. Et puis, ensuite, tout ce qui va aller dans le sens, pareil, de calmer le système nerveux, donc respiration, cohérence cardiaque, choses comme ça peut vraiment aider en période de prémenstruelle, de troubles prémenstruels, parce qu'on assiste souvent aussi à des phénomènes d'emballement du système nerveux. Donc voilà ce que je pourrais te dire. Régime alimentaire, diète au quotidien, une alimentation faite majoritairement de fruits, de légumes, bio, le moins transformé possible, le plus naturel, le plus locaux possible, le plus de saison possible. Enfin voilà, tu connais le pack régénère, on va dire d'une certaine manière. Un focus sur le repos, sur les bains de soleil, sur le massage,
l'exposition au chaud, au froid, dans les limites de ta capacité adaptative. Donc ça, c'est toujours le pack général. Et des plantes adaptogènes. Et tu peux y aller, tu vois, tu as des plantes, par exemple, bon, je t'ai cité les mélanges femelles 1 et adréno 1. Tu peux rajouter en plus, par exemple, une plante que j'aime beaucoup et qui est très très douce dans son action, qui s'appelle Ashwagandha. Ashwagandha, Vitania somnifera, c'est une plante qui est aussi calmante, que tu peux prendre le soir. Ashwagandha, c'est Ashwagandha. On peut en acheter sur internet, on en trouve en Inde par exemple assez facilement, ils te l'envoient. Et c'est une plante qui est très régulatrice pour le système endocrinien féminin et masculin d'ailleurs aussi. Tu as une plante aussi qui s'appelle le Tribulus terrestris, qui est excellente aussi. Mais bon, déjà dans les deux mélanges que je t'ai cités, normalement tu devrais trouver ton bonheur. Voilà, j'espère que ça pourra t'aider. Et je vais vraiment penser à faire une série de vidéos sur là-dessus. Bien que c'est un énorme boulot. Hein. Je dis ça, mais je m'engage à... Question de Martine. Pourriez-vous faire une vidéo sur l'hygiène de vie à conseiller pour une personne greffée du rein pour permettre une longue durée de vie au greffon et diminuer les risques de cancer liés au traitement incontournable? Et ouais, parce qu'on te donne des traitements anti-rejet. Je sais maintenant que la greffe elle est faite, mais c'est quand même juste fabuleux comme système. C'est-à-dire qu'on impose à ton corps quelque chose. Tiens, tu as un rein qui ne fonctionne plus ou qui fonctionne mal. Hein. Ce qu'on te dit, c'est on peut te le changer. Mais sauf qu'on ne te dit pas que ça a un coût. C'est-à-dire le coût, c'est que ton corps va le rejeter. Parce que ton corps ne le reconnaît pas comme quelque chose qui lui est propre. Alors je sais que pour toi, Martine, ou pour la personne pour qui tu écris, bon, maintenant c'est terminé. Donc je vais répondre à ta question spécifiquement. Mais franchement, avant de remplacer un organe, donnez-vous au moins la chance de pouvoir voir s'il ne peut pas se régénérer de lui-même. Et comment est-ce qu'on régénère un organe? On le met au repos. C'est le secret absolu. Et ça paraît un truisme. Tu as quelqu'un qui est épuisé, qu'est-ce que tu fais? Tu le mets au repos. Hein. Tu as ton puits qui est vide, qu'est-ce que tu fais? Tu arrêtes de tirer de l'eau le temps qu'il se remplisse. Tu as ton compte en banque qui est à sec, qu'est-ce que tu fais? Tu arrêtes de tirer dessus le temps qu'il se remplisse. Hein. Tu as un organe qui est épuisé, qui dysfonctionne entre guillemets, qu'est-ce que tu fais? Tu le mets au repos. Et comment tu le mets au repos? Tout dépend. Par exemple, au niveau des reins, tu le mets au repos avec une diète qui ne va pas solliciter tes reins, c'est-à-dire ne pas demander aux reins une énorme élimination. Hein. Les reins, ils éliminent beaucoup d'acides métaboliques et aussi beaucoup des produits de transformation des protéines. Donc déjà, une diète qui est peu protéinée, voire absolument pas protéinée en période vraiment de réhabilitation des reins. Et puis une alimentation qui va apporter énormément de principes actifs qui vont être favorables pour la reconstruction des reins. Il y a des plantes comme le persil, par exemple, toutes les verdures, les carottes, qui sont excellentes pour nourrir les tissus et permettre un meilleur fonctionnement des reins. Ça va rétablir la vascularisation. Qui dit que ça va rétablir la vascularisation, ça va permettre une meilleure élimination. Des petits jeunes, voire des jeunes secs. Et ouais, parce que quand on parle de repos des reins, il y a des gens qui me disent « mais t'es fou, j'ai le rein qui ne fonctionne pas et tu me proposes un jeune sec ». Et j'ai dit, c'est un peu comme si tu me disais, tu es fou, hein, tu as mal aux jambes et tu me proposes de ne pas marcher. Eh bien sûr que je te propose un jeune sec. Hein. Si le problème des reins, c'est la filtration, tu leur apportes pas d'eau, il n'y a pas de filtration qui va se faire. Tu les mets au repos pendant alors un petit temps, une demi-journée, une journée et demie, 2 jours, 3 jours même. Il y en a qui font même beaucoup plus. Mais bon, là, on reste dans un cadre généraliste. Mais ça paraît d'évidence, tu les mets au repos. Tu les mets au repos. Donc ça, ensuite, pour une personne qui est greffée du rein pour permettre une longue durée de vie du greffon et diminuer les risques de cancer liés au traitement incontournable, tu vas faire comme si tu nourrissais tes reins, c'est-à-dire alimentation. Il y a vraiment une plante sur laquelle j'insiste beaucoup pour le fonctionnement rénal, c'est le persil. Le persil est une excellente plante. Elle a pour inconvénient, si on la consomme à trop haute dose, surtout pour les femmes, de fluidifier le sang. Donc attention, avant les règles, ça peut être compliqué. Mais sinon, vraiment, le persil, la pastèque, qui se fasse du jus de pastèque avec la peau quand on va venir l'été. Oh, le jus de pastèque, excellent. Celui-là est bon, mais quand même, le premier jus de pastèque, c'est quelque chose. Pastèque gingembre ou pastèque basilic. Donc jus de pastèque, jus de persil, jus de verdure, ça va vraiment contribuer à apporter des éléments nutritifs duquel le corps va pouvoir se saisir. Et bon, je ne connais pas les traitements incontournables, mais c'est quand même paradoxal. C'est-à-dire qu'on te remplace le rein et on te donne des traitements dont on te dit qu'ils peuvent avoir pour effet secondaire la venue de tumeurs cancéreuses. Tumeurs cancéreuses, hein, parce que
On me demande souvent, une tumeur c'est un grossissement, c'est un enflement. Un cancer n'est pas une tumeur c'est un gonflement, et n'importe quel gonflement dans le corps pourrait être qualifié de tumeur. Une tumeur peut être ou non cancéreuse. Voilà, au traitement incontournable. Pareil, il y a des plantes qui vont pouvoir aider. Tu as le mélange pure élimination par exemple, là c'est le passe-partout qui va être vraiment excellent pour nettoyer les acides métaboliques, nettoyer tous les produits. Mais tu sais, cette histoire de... Ça me fait penser, là, pendant mes vacances, j'étais chez une amie et elle avait une petite chatte qu'elle avait récupérée dans la rue. Bon, on lui a dit qu'il fallait qu'elle aille la vacciner, donc elle est allée la vacciner. Et bon, je ne sais pas si en France ils le disent, là c'était à l'étranger. Et elle est allée voir le vétérinaire, et le vétérinaire lui dit, oh là, on ne va pas la piquer là où on la pique d'habitude, on va la piquer au niveau de l'omoplate, parce qu'avec ce vaccin, là, il y a des risques de sarcome. Donc les sarcomes, ce sont des petites tumeurs cancéreuses. Il y a des risques de sarcome, et ils sont plus faciles à enlever au niveau des omoplates qu'à l'endroit où ils piquent habituellement. Je ne sais plus où ils piquaient habituellement. Et je me dis, c'est un truc énorme en fait. C'est-à-dire qu'on te dit qu'on va te faire un soin de santé qui peut te causer le développement de tissus cancéreux. C'est-à-dire, c'est quand même globalement une des atteintes ultimes des tissus dans le corps. Et là, c'est pareil, c'est-à-dire qu'on va donner des traitements anti-rejet. C'est toute une philosophie qui est une philosophie iatrogène. C'est-à-dire c'est une philosophie qui porte en elle-même sa propre pathogénicité. Et c'est vraiment ça que j'aimerais vraiment faire passer dans ces vidéos. C'est que on me dit toujours, Thierry, tu es anti-médecine. Je ne suis pas anti-médecine. Je suis le premier à rendre grâce pour la médecine d'urgence, par exemple. Parce qu'effectivement, quand il y a un gros crash, heureusement qu'on a la médecine d'urgence. Je ne suis pas anti-médecine. Mais ce que je dis, c'est que la plupart du temps, on a un recours à la médecine avant même d'avoir laissé sa chance au corps, avant même d'avoir laissé sa chance au vivant. Et que le vivant, quand on lui laisse sa chance, il a un gros avantage. Premièrement, la plupart du temps, ça ne coûte strictement rien. Deuxièmement, le vivant, il est sans effet secondaire. C'est du bon et du rebond. Alors que, du rebond, du surbond, c'est du bon et du surbond. Alors qu'avec les traitements médicaux, tu vas avoir automatiquement des effets secondaires, sans compter le coût humain, le coût en termes de douleur la plupart du temps, le coût en termes financiers, et tu vas avoir toujours des effets secondaires qui peuvent parfois être extrêmement lourds. Je suis toujours en train de bosser sur ma série sur les vaccins, elle va sortir, je suis en train de vous préparer quelque chose de carré, mais de vraiment hyper carré, parce que je sais qu'on m'attend au tournant, donc ça va peut-être prendre encore 3-4 semaines, mais vous allez voir, ça va être un énorme boulot. Et quand on voit les effets secondaires, alors on me dit toujours, oui, les vaccins, ça fait ceci, ça a fait cela. Oui, mais à quel prix? À quel prix? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire autrement? Donc, je ne suis pas anti-médecine, je suis pour la science et pour la raison. Et la raison, c'est si tu n'as pas besoin d'un marteau-piqueur pour faire ton travail, ben ne l'utilisez pas, quoi. Je veux dire, ça a quand même des conséquences d'utiliser cette grosse armada. Donc, pas anti-science. Voilà. Donc, écoute, rien de spécifique. Voilà, pour répondre à ta question, rien de spécifique. Mais effectivement, maintenant qu'il a fait le pas d'avoir une greffe du rein, il a quand même intérêt à avoir une hygiène de vie qui soit relativement correcte. Alors, question de Thierry. Bonjour Thierry, salut Thierry. Je regarde régulièrement tes vidéos sur YouTube, mais j'aurais besoin de trouver si elle existe bien sûr sur un surplus de globules rouges, la polyglobulie. En effet, mon taux est trop élevé, on me dit d'arrêter de faire. Je ne sais plus comment faire. J'étais très curcuma, gingembre, ortie, mes symptômes, lourdeur des jambes, mal de tête, doigts qui dorment ou fourmillement, acouphènes, fatigue intense. On me dit de boire beaucoup, ce qui va contre ce que tu dis sur les surrénales. Non, je ne dis pas de ne pas boire beaucoup. Enfin, ça ne veut rien dire en fait dire de boire beaucoup, tout dépend de ton régime alimentaire. Le gars qui mange que des biscottes, c'est clair qu'il a intérêt à boire beaucoup. Le gars qui mange que des pastèques, il n'a pas intérêt à boire. Il faut boire, ce que je dis moi, c'est qu'il faut boire de manière à avoir un volume suffisant de liquide pour qu'on puisse avoir une urine qui ne soit pas trop chargée. Mais à partir du moment où tu as une urine qui est jaune paille, tu as suffisamment d'eau, c'est pas la peine d'en rajouter. Voilà ce que je dis. Avez-vous déjà traité ce sujet? Non, pas particulièrement. Que feriez-vous? Qu'est-ce que je ferais? Le problème, c'est que les globules rouges, le fer participe à la formation des globules rouges. Les globules rouges ne sont pas le fer.
Si tu as des apports diminués en fer, je ne vois pas en quoi ça va diminuer ta quantité de globules rouges. Peut-être que ça va participer à la diminution, mais le fer est utilisé pour bien d'autres choses dans le corps que la production de globules rouges. Si tu considères par contre cette surproduction de globules rouges comme un symptôme, tu te dis, il y a beaucoup de globules rouges. À quoi servent les globules rouges dans l'organisme? Ils servent avant tout à transporter l'oxygène. Pourquoi est-ce qu'il y aurait besoin d'un surplus de globules rouges, par exemple dans une hypothèse d'un surplus d'oxygène, nécessité d'oxygène? Est-ce que par exemple tu serais sujet à l'hypothyroïdie? L'hypothyroïdie, les hormones thyroïdiennes régulent l'apport d'oxygène au niveau des cellules. Est-ce que tu as un système pulmonaire qui est complètement encrassé? Enfin, je veux dire, autant de questions, je ne peux pas jouer là au devin, c'est impossible. Par contre, je t'encourage à ne pas considérer la surproduction de globules rouges comme un problème en soi, mais comme une conséquence. Conséquence de quoi? Là, il n'y a que toi qui vas pouvoir le savoir. C'est simple, je t'explique la démarche méthodologique. Tu vas regarder quelles sont les fonctions des globules rouges dans le corps. Tu épluches tous les papiers scientifiques pour comprendre à quoi servent les globules rouges dans le corps. Et à ce moment-là, il va peut-être un moment avoir un tilt qui va te dire « Ok, mais là, ça correspond à un... » Et tu vas comprendre ce qui se passe pour toi. Mais ne pas considérer ça comme un problème, c'est ce que je peux te donner comme conseil. Voilà. Alors, Sacha, j'espère que ça répond à ta question. Mais c'est là vraiment le fondamental. Hein. Ça me fait penser à un enfant, par exemple, comme ça, qui avait pas assez de plaquettes dans le sang. Et la rate est censée détruire les plaquettes du sang. Et qu'est-ce qu'on lui a proposé? Ablation de la rate, tout simplement. La rate a des tas d'autres fonctions que supprimer les plaquettes du sang, mais parce que la pensée symptomatique vise à l'éradication du symptôme le plus vite possible, il faut surtout qu'on ne perde pas de temps, ça peut nous conduire à des actions totalement inconsidérées. Et tant qu'on se laisse mener par le bout du nez des symptômes, on a perdu complètement la vision de la santé. Là, on te dit, tu as trop de globules rouges. Ok, c'est pas un problème en tant que tel. Je veux dire, tu as des conséquences, mais même, il faudrait arriver à prouver que la lourdeur des jambes, le mal de tête, les doigts qui dorment ou fourmillement, acouphènes sont liés au trop de globules rouges. Moi, je dirais même, ça me surprend, parce que si tu avais trop de globules rouges, ça serait plutôt l'inverse que je verrais. Donc, est-ce qu'il y a un problème circulatoire en amont, avec de l'épuisement? Est-ce qu'il y a un problème thyroïdien en amont, avec de l'épuisement? Est-ce qu'il y a un problème de l'apport d'oxygène, c'est-à-dire un encombrement des poumons? Voilà, autant de questions à se poser pour arriver à avoir la base, arriver à toucher la cause des causes des causes des causes. Et c'est ce que je vous encourage à faire dans ces vidéos. Et c'est pour ça que je vous dis que personne ne pourra faire la démarche sinon vous. Là, Thierry, Thierry, il n'y a que toi pour le faire. Je ne peux pas te répondre, on ne se connaît pas. Il faudrait qu'on se pose là tous les deux un peu dans la forêt, qu'on discute et peut-être que je pourrais te donner des pistes, mais là, comme ça, à distance, je ne peux pas te dire. Je ne peux pas te dire. Mais ne pas le traiter en tant que tel et supprimer le fer parce qu'il y a trop de globules rouges, je ne trouve pas d'analogie, mais... Non, je ne trouve pas d'analogie. J'en cherchais une, bon, je n'en trouve pas, là je suis un peu sec. Mais globalement, je te dis, le fer sert à bien d'autres choses dans le corps que la production de globules rouges. Donc globalement, tu vas amoindrir énormément de fonctions du corps. Donc tu vas avoir des tas d'effets collatéraux. Ça, c'est la pensée symptomatique. La pensée symptomatique, elle n'est jamais gratuite. C'est jamais du gagnant-gagnant. Tu as toujours un prix à payer. Pourquoi? Parce que tu t'attaques aux symptômes et tu ne t'attaques pas aux problèmes. J'espère que le message sera bien passé. À force. Je sais que ça gêne, je reçois régulièrement des mails courroucés qui me disent « Mais Thierry, mais comment toi, alors que tu n'as pas de diplôme de médecine, alors que tu n'es pas qualifié en tant que médecin, tu peux te permettre de discréditer toute la pensée médicale moderne ?» Eh bien, je le fais parce que la pensée médicale moderne est aberrante. Elle est fausse. Je veux dire, c'est pas de ma faute. Je veux dire, j'ai jamais demandé à ce qu'ils fassent une erreur pareille. Mais elle est fausse, pourquoi? Parce qu'ils s'appuient sur le symptôme et qu'ils basent tout leur raisonnement sur le symptôme. Les prémices sont faux, donc les conclusions sont fausses, obligatoirement. Question de Sacha. Je voulais savoir, je ne peux plus jeûner. Mon foie ne fonctionne plus. Mais si, il fonctionne. Il fonctionne, peut-être pas autant que tu voudrais. J'ai les pupilles dilatées en permanence, des crises de panique et accès de colère. J'ai également des douleurs aux reins, mais mes urines ne sont que peu chargées et claires malheureusement. J'ai bien sûr plein d'autres symptômes, sensation d'étouffement, frilosité. Je ne peux plus jeûner avec risque de tachycardie. Donc tout ça, ce tableau, c'est très simple. Les personnes qui connaissent un petit peu la physiologie te diront c'est un tableau d'épuisement total, de burn-out complet. Tachycardie. Ça, c'est les glandes surrénales qui produisent de l'adrénaline de manière un petit peu erratique. Crise de panique, excès de colère, c'est un système nerveux et endocrinien qui est complètement dans les chaussettes. Épuisement. Alors, je vais te donner une bonne nouvelle quand même. Ton foie
fonctionne. Parce que si ton foie ne fonctionnait pas, tu aurais une intoxication du sang qui irait à une vitesse pas possible, tu n'aurais quasiment plus de régulation de ta glycémie, donc heureusement ton foie fonctionne. Il ne fonctionne pas aussi bien que tu voudrais peut-être, simplement parce que tout le système est totalement épuisé. Ton système est totalement épuisé et c'est ça la base. Tu peux jeûner, tu peux jeûner. Heureusement que tu peux jeûner. D'ailleurs, jeûner, c'est quoi? C'est dès que tu t'arrêtes de manger. Donc, heureusement pour toi, tu t'arrêtes de manger dans la journée. Par contre, tu ne peux certainement pas jeûner longtemps. Pourquoi? Parce que ton système adaptatif est extrêmement faible et que le jeûne demande une adaptation. Donc, comme ton système adaptatif est particulièrement faible, eh bien, il va falloir viser des jeûnes qui ne demandent pas une grosse adaptation, des jeûnes courts. Mais commence comme ça. Et ensuite, eh bien, mets en place tout ce que je te propose pour booster tout ton organisme. On parle d'hormèse, mais c'est clair, souvent les gens me disent « Ouais, mais tu parles d'hormèse, mais moi je suis tellement épuisé, le froid je ne peux pas le tolérer. » Ben, essaye avec le chaud. Le chaud, tu peux toujours. Et je veux dire, surtout les épuisés chroniques, ils rêvent que de ça, que de chaud. Eh bien, teste le chaud. Mets-toi au chaud, chauffe-toi. Utilise le soleil, utilise des lampes à infrarouge, utilise du... Bon, le sauna, oui, mais le problème c'est que le sauna classique qui monte jusqu'à 100 degrés, pour les personnes qui sont en épuisement, c'est trop chaud. À ce moment-là, sauna infrarouge. Tu as des saunas qui sont à 50-60 degrés, et là c'est beaucoup plus tolérable. Donc utilise le chaud d'abord pour te booster, les bains chauds, et tu te mets au challenge avec ça, petit, mais il n'y a pas le choix. Utiliser des plantes adaptogènes aussi, mais globalement tu peux jeûner. Ton foie ne dysfonctionne pas, tu peux jeûner, tu peux toujours jeûner. On te dit tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Même si la flamme elle est toute petite, tu sais, moi quand tu allumes un feu en forêt, tu prends tes petites brindilles. Si tu utilises une pierre à feu, tu vas utiliser tes petites brindilles comme ça. Je ne commence pas à sortir... Bon, ça, ouais, ça c'est la... En plus, elle est bien sèche, elle est superbe, elle est magnifique. Tu vas les friter un petit peu, tu vas faire des petites brindilles comme ça. Tu allumes ta petite flamme, tu as ta petite flamme qui prend. Bon, mais tu ne vas pas commencer à mettre la grosse bûche de chêne bien sec comme ça dessus, parce que tu vas tout écraser. Tu commences à mettre la petite branchette, tu fais ton petit tipi là tout autour. Puis quand ça commence à bien être nourri, tu mets une branche un peu plus grosse. Et puis petit à petit, tu vas commencer à augmenter le diamètre jusqu'à avoir des grosses braises. Et quand tu auras des grosses braises, tu pourras balancer ta bûche dessus et ça va bien prendre. Parce qu'il y aura une chaleur suffisante. Mais à ton niveau, c'est pareil. Commence tout petit, mais commence. Fais quelque chose. Fais quelque chose dans le sens de l'hormèse. Fais quelque chose dans le sens du renforcement de ton organisme. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Tous les symptômes que tu décris là sont des symptômes d'épuisement total. Voilà. Je ne peux rien te dire de plus. Alors, Noélie. Bonjour Pierre. Ah, ça y est. C'est le début de la fin, il s'adresse à Pierre et pas à moi. Bonjour Pierre. Je me permets... Ah, pouvez-vous en parler à Thierry? Donc ça va. Je me permets de revenir vers vous au sujet de la dermatillomanie. C'est une question qui a été déjà posée par d'autres personnes. Du coup, je me demandais si vous en aviez parlé à Thierry pour la prochaine vidéo questions-réponses. Je pense que cela peut aider énormément de personnes car c'est un trouble qui s'apparente à la trichotillomanie, fait de s'arracher les cheveux impulsivement. Comme le dit Thierry, j'essaie de sortir du champ des simples symptômes, mais j'ai encore beaucoup de mal à trouver des réponses par soi-même. Alors, dermatillomanie. Je ne sais pas ce que c'est exactement, mais puisque tu parles de la trichotillomanie, le fait de s'arracher les cheveux, je suppose que c'est une action un peu frénétique au niveau de la peau. Est-ce que c'est le fait de s'agratter, de s'arracher la peau? J'imagine. Tu essaies de sortir du champ des simples symptômes. Écoute, je risque d'enfoncer des portes ouvertes, mais toutes ces pratiques-là, ces pratiques qui ont quelque chose de rituel, de maniaque, d'un petit peu obsessionnel, pour moi, ce ne sont que des façons de juguler l'angoisse. L'angoisse qui habite bon nombre de personnes, on est tous habités plus ou moins par de l'angoisse, et on essaye de transcender cette angoisse, alors certains par des rituels incroyables, certains par de la religion, d'autres par des actions de mutilation, des actions répétitives, de se tirer les cheveux, de s'arracher les poils, d'autres par des crises de rage, des crises de boulimie, des crises de... Tout ça, ce sont des moyens de juguler l'angoisse qui est à l'intérieur de chacun de nous et qui est plus présente chez certains. Donc mon interprétation de ça, moi, ça serait régulation de l'angoisse. Tu es angoissé. Ça peut faire bizarre, moi aussi, ça m'a fait bizarre le jour où on m'a dit « Ah Thierry, mais tu as quand même dans tes comportements des trucs qui laissent entendre que tu es quelqu'un quand même d'assez anxieux. » Moi, je me disais « Mais moi, je suis cool comme Fonzie, je ne suis pas anxieux du tout. » Et en fait, j'ai pu reconnaître que mon côté hyperactif
était une façon là aussi de juguler l'angoisse, c'est-à-dire courir, courir, courir sans cesse pour pas se sentir mourir d'une certaine manière. Et puis ajouter de l'action, toujours de l'action, donc du bruit, du bruit, du bruit et encore du bruit, de manière à ne pas faire face à quoi? Pas faire face à notre existence. Au non-sens ou au sens de l'existence, comme tu veux le voir. Ne pas faire face à toutes nos blessures, hein, ne pas faire face à tout ça. Donc moi je l'interpréterais comme une façon de réguler ton anxiété. Et ça parle d'un terrain anxieux, globalement. Et je pense vraiment ne pas me tromper en te disant ça, ça parle vraiment d'un terrain anxieux. Alors, qu'est-ce qu'on peut y faire? Qu'est-ce qu'on peut y faire? Alors sur le plan physique, il y a quand même une technique que j'aime beaucoup, c'est la cohérence cardiaque, un travail respiratoire qui consiste à harmoniser le système nerveux sympathique et parasympathique avec des respirations sur 5 secondes en inspire, 5 secondes en expire. Je trouve que c'est une super technique. Donc là, on est vraiment sur le plan physique, tu agis sur le plan physique avec la respiration, super technique de massage, de relaxation, quelle qu'elle soit, seront bienvenues. Mais ensuite, bon, je te lance une piste comme ça, je te lance un os à ronger, comme on dit, ou un bâton à ramener, mais comment ne veux-tu pas être anxieux dans ce monde? C'est obligatoire d'être anxieux. Il faut être fou pour ne pas être anxieux dans ce monde. Il faut être fou parce que autour de toi, tu n'entends que des informations qui vont te pousser à l'anxiété. Le drame écologique, le drame économique, la violence partout, la violence dans les rapports humains, la violence qui est faite par rapport aux vivants à tous les niveaux. Je veux dire, il n'y a que des raisons de désespérer. Il n'y a que des raisons de désespérer, surtout si tu penses que le challenge, c'est de tout porter par toi-même. Tu portes toute la responsabilité par toi-même. Pour moi, répondre à l'anxiété, respirer, c'est très bien, mais répondre à l'anxiété a avant tout une racine spirituelle. Et je ne te parle pas de religion, hein, on est d'accord. Je ne te parle absolument pas de religion. Pour moi, la religion n'est pas la spiritualité. Il y a des personnes qui pratiquent des religions et qui sont spirituelles, mais il y a énormément de personnes qui pratiquent la religion et c'est de la gymnastique. C'est-à-dire qu'ils prennent une certaine posture, certains habits, certains déguisements, donc c'est de la gym et du carnaval. On se déguise, on fait des postures, on prend une attitude et on a l'impression qu'on a atteint quelque chose. Ça, c'est pas la spiritualité. Moi, je te parle vraiment de spiritualité. La spiritualité, ça ne se voit pas à l'extérieur. La spiritualité, ça se vit à l'intérieur et à la limite, on peut en percevoir les fruits à l'extérieur, mais le but n'est pas extérieur, le but est intérieur. Et ce que je veux dire par là, c'est que pour donner une image, tu te balades dans la rue, hein, dans un quartier un peu chaud, hein, tu vois, un peu dangereux, la nuit, toute seule. Alors, un peu les chocottes, comme on dit. Hein. Si tu sais qu'avec toi, tu as un grand frère, hein, ou un père qui se balade, qui est super costaud et qui te protège en permanence, tout de suite tu vas marcher différemment dans la rue. Tu vas être beaucoup plus relaxé, beaucoup plus décontracté, on est d'accord. Hein. Ce que je veux dire par là, c'est que si par une démarche spirituelle, tu te rendais compte qu'en fait en permanence, à tout moment, où que tu sois, tu as un grand-père, un grand frère ou un père qui chemine avec toi et qui est là pour prendre soin de toi. Ça peut paraître un peu farfelu ce que je te dis, je te lance des petites pistes comme ça. Je pense que ton rapport à la vie changerait radicalement. Et c'est pour ça que je ne crois pas qu'on puisse répondre et résoudre l'anxiété autrement que par une démarche spirituelle. Une démarche spirituelle qui va t'amener à plonger à l'intérieur et à te rendre compte que tu n'es pas seul. Que toutes ces gens qui te parlent de Dieu, par exemple, ne sont pas des allumés chroniques, mais te parlent d'une expérience, en tout cas pour la plupart, qu'ils ont faite, d'une rencontre avec quelqu'un qui est vivant à l'intérieur d'eux et qui marche avec eux. Et que cette rencontre, cette proximité, cette humanité qui vit et cette force qui vit à l'intérieur d'eux, mais cette force pas au sens de principe, si je ne te parle pas d'un principe physique, la force de quelqu'un qui est avec toi, leur donne une assurance et une sécurité pour appréhender cette vie qui leur permet de traverser toutes les embûches sans angoisse. Donc voilà, moi je te propose cette approche-là, je te propose cette invitation-là. Il n'est pas question de faire du prosélytisme, surtout qu'il n'y a pas moyen de faire du prosélytisme quand on parle de spiritualité. Il n'y a pas moyen. Parce qu'on fait du prosélytisme quand on défend une religion. Si tu disais, voilà, tu dois prier comme ci, comme ça, tu dois adhérer à la religion musulmane, tu dois adhérer à la religion catholique, tu dois devenir protestant, tu dois devenir évangélique, tu dois faire du bouddhisme, tu dois faire du taoïsme, et ainsi de suite. Ce n'est pas du tout mon propos. C'est pas du tout mon propos. Moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est cherche en toi, hein, va rencontrer la vérité, le chemin et la vie
qui est en toi, le vivant qui est en toi, hein, et tu vas te rendre compte que ce n'est pas un principe que tu vas rencontrer, mais c'est une personne, et que cette personne, elle est vivante. Et que si tu rencontres une personne vivante, ben, obligatoirement, tu ne seras plus jamais seul. Et si tu n'es plus jamais seul et que tu te sais aimer, ben, peut-être que ton rapport à la vie va radicalement changer. Voilà, petite piste, hein, entre amis. Allez, question totalement différente. Denise. Salut Thierry, je te suis depuis le début. Eh bien, tu as du courage, c'est temps. Et tu as énormément changé. J'ai vieilli, j'ai des cheveux blancs. Il y a quelque chose que tu évoques peu. Quel est ton vrai régime alimentaire? Mon Dieu. Comment as-tu pu autant t'embellir? Merci de nous partager tes secrets. Tous mes secrets de beauté. Et je te remercie. Je ne sais pas si je me suis embelli. C'est gênant comme truc. Et moi j'ai une question à te poser. Qu'est-ce qui te fait penser que c'est mon régime alimentaire qui participe à mon embellissement, si tant est qu'il y a un embellissement? Qu'est-ce qui te fait penser que c'est mon régime alimentaire? En 7 ans, mes conditions de vie ont radicalement changé. J'étais effectivement... Alors, bien sûr, mon régime alimentaire a changé. Et mon régime alimentaire, je peux te dire quelques mots de mon régime alimentaire. Souvent on me pose la question, qu'est-ce que tu manges Thierry? Je dis, ça n'a aucune importance, parce qu'en fait, ça varie tous les jours. Mais je peux te donner quelques réflexions par rapport à ça. Mais je veux dire, si tu n'inclus pas dans ta réflexion le fait qu'en 7 ans, je suis passé de célibataire à marié, je suis beau-père et papa, avec 2 enfants qui sont juste absolument merveilleux. J'ai trouvé un cadre où vivre où je suis le plus heureux des hommes, dans la forêt, dans la nature, dans un environnement magnifique, entouré de tas d'amis. Je fais une activité qui me convient au plus haut point, je m'éclate avec les vidéos. J'ai fait cette expérience aussi pour rebondir sur la question précédente et j'ai rencontré la vie, j'ai rencontré la vérité à l'intérieur de moi, je me suis converti, j'ai dit oui. J'ai dit oui à la vie, j'ai dit oui à la conversion, et donc voilà, on dit je me suis converti. Je ne sais pas, bon, on va parler de conversion, même le mot me paraît un petit peu hasardeux, mais ouais, j'ai rencontré la vie, j'ai rencontré Jésus à l'intérieur, et vraiment, voilà, je ne suis plus seul. Donc tout ça, c'est autant de différences, et je ne pourrais pas te dire laquelle a fait la majorité de la différence, j'ai ma petite idée, mais bon, on va rester soft à ce niveau-là, mais c'est autant de paramètres qui participent à la construction d'un individu. C'est absolument pas le régime alimentaire, c'est ce que j'espère de tout cœur qui transparaît dans ces vidéos. Alors après, qu'est-ce que je mange? Alors je vais te dire, comme d'ailleurs nombre de personnes qui ont modifié leur alimentation et mangent plus cru, ça a beaucoup évolué. J'ai commencé au début avec énormément de fruits. Énormément, je mangeais énormément de fruits, beaucoup de fruits. Mes repas ont évolué dans 2 sens. Premièrement, la quantité a sacrément diminué. Je mange beaucoup moins qu'au début, beaucoup moins qu'au début. Mais naturellement, hein, pas parce que j'ai cherché, je mange beaucoup moins qu'au début. Et surtout, je mange beaucoup plus de verdure et de matières grasses qu'au début. Je mange un peu de fruits, ouais, je mange des fruits, mais beaucoup moins maintenant. Et beaucoup plus de verdure et de matières grasses. Et je dirais que quand même la base, moi c'est des verdures, beaucoup de verdures mélangées, des plantes sauvages et ainsi de suite, des grands bols de salade avec un petit assaisonnement, de l'huile d'olive et ainsi de suite, des petites graines germées, des graines de partout, des algues, des petites sauces avec du tournesol et tout, ça c'est pour moi c'est le top absolu. Les fruits j'aime bien, j'en mange aussi, mais beaucoup moins qu'au début. Et nombre de personnes qui durent entre guillemets dans une alimentation majoritairement crue te disent la même chose la plupart du temps. Ils basculent progressivement vers plus de légumes et plus de matières grasses et moins de fruits. Mais au début, on consomme beaucoup de fruits et tout va bien. Il n'y a pas de problème, ça correspond à un besoin du corps, tout va bien, c'est tranquille. Donc voilà un petit peu les caractéristiques. C'est pour ça que ça me fait toujours rigoler quand... Excusez-moi, il ne faudrait pas qu'il y ait du mépris. J'espère qu'il n'y a pas du mépris dans ce que je dis. Mais régulièrement, je vois des personnes qui me tombent dessus en me disant « Ouais Thierry, tu fais la promotion des jus verts, mais on est des fruitariens, on est fait pour manger que des fruits. » Et chaque fois, je dis « Mais attends, toi, ça fait combien de temps là, que tu as découvert tout ça là ?» Et la plupart du temps, c'est « Ouais, ça fait 3 mois, 6 mois et tout. » Je dis « Ok, calmos, respire un petit coup. On en reparle dans 5-6 ans, mon pote. On verra un petit peu où c'est que tu en sauras. Et si tu respectes les besoins de ton corps, il y a des grandes chances que tu te rendes compte que les verdures en particulier sont un apport fabuleux au niveau nutritionnel. On n'insiste jamais assez. Fabuleux. D'ailleurs, je vais vous faire une recette. On m'a fait une recette là quand j'étais en voyage. Je suis passé par la Galilée et en Galilée, on m'a fait le taboulé galiléen. C'est une recette et là où il y a énormément de verdure, je vais vous faire ça sous peu. C'est juste fabuleux. Il y a une
trentaine de verdures différentes dans ce taboulé, c'est juste fabuleux. Et on peut en faire une version crue très très facilement. Mais oui, je consomme énormément de verdure, énormément de plantes sauvages. Là, je me réjouis parce qu'il y a l'ail des ours qui arrive, il y a les orties qui arrivent, il y a le plantain, la mauve qui arrive, il y a les oignons frais. Enfin voilà, toutes ces plantes-là, les asperges et tout, les petites asperges vertes, là, tout ça haché dans une salade, une bonne grosse salade. Ça, pour moi, c'est vraiment la base. Et nombre de personnes qui durent là-dedans te diront les légumes. Pourquoi? Parce que dans les légumes, tu as énormément d'acides gras, énormément d'acides aminés qui sont sous forme très très simple, donc particulièrement disponibles. Que tu n'auras pas autant dans les fruits. Donc les fruits sont importants pour l'apport de sucre, l'énergie, ok, nickel, mais pas que. Et matière grasse aussi, parce que sinon tu finis par manger trop de sucre, trop de sucre, trop de sucre, trop de sucre. Sans être dans une idéologie anti-sucre, mais trop de sucre. Question de Sonia Lambou. Sonia. Bonjour Pierre. Il n'y a que Pierre maintenant. Voilà ma question. Est-ce que dans le fond, toutes les maladies ont un lien en commun vis-à-vis du terrain émotionnel, énergétique de la personne? C'est pas du tout la même chose pour moi. Hein. Énergétique, je ne sais pas ce que c'est. Émotionnel, je sais ce que c'est. Comment savoir si le travail effectué sur le plan physique est supérieur ou inférieur à la part effectuée sur le plan énergétique et émotionnel? Des conseils là-dessus. Alors, pour moi, le plan émotionnel est un plan physique. L'émotion, ou en tout cas, c'est à l'interface entre le physique et le spirituel. L'énergétique, je ne sais pas ce que c'est. Le psychologique, je ne sais pas ce que c'est. Je connais le physique et je connais le spirituel. L'émotionnel est quand même quelque chose d'essentiellement physique. Les émotions sont vécues dans le corps. Et tous les liens ont un lien avec le terrain émotionnel. Obligatoirement, si tu considères que la plupart d'entre nous, on est exposé à une violence et à un stress quotidien dans le monde dans lequel on vit, je veux dire, automatiquement, tu te dis, il y a toujours une base émotionnelle d'épuisement nerveux liée à toute maladie qu'on va développer. Même maladie, le terme. Toute expression symptomatique liée à une dégradation du terrain. Il y aura toujours une composante émotionnelle, obligatoirement. Personne d'entre nous n'a été épargné sur le plan émotionnel. On a tous chargé. Donc, globalement, on ne va pas chercher plus loin. Alors, j'ai une question de Gaïa sur le papillomavirus. On y reviendra quand on fera la série sur le vaccin. Bonjour Thierry, ou la personne qui gère son Facebook. Ah, pour une fois, on cite pas Pierre. J'ai vu ta récente vidéo sur l'alimentation des animaux. Je te remercie car je suis justement en train de changer l'alimentation de mon chat. C'est super. J'aurais une question rapide à te poser. Voilà, je vis en appartement en rez-de-chaussée et mon chat sort tous les jours. Il a 5 ans mais il n'est pas castré. C'est un vrai bagarreur et il se met souvent en danger. Je n'ai pas voulu le faire castrer car je trouve ça contre nature. Cependant, quand je vois parfois dans quel état il revient, je me dis que ça pourrait sûrement le calmer. Ah, ça va le calmer ça. Par contre, le faire castrer, j'imagine que ça doit engendrer un vrai désordre hormonal. Oui. Et donc des problèmes de santé sur le long terme. Qu'en penses-tu? Un désordre hormonal, c'est certain. Ça va changer complètement la personnalité de ton chat. Il y a des grandes chances. Problème de santé, j'ai pas assez de recul pour te le dire. Qu'est-ce que j'en pense? C'est compliqué. Faut compliquer. En même temps, entre nous soit dit, s'il n'y a pas une régulation externe des populations d'animaux domestiques, on va crever sous les animaux domestiques. Ça me semble longtemps, hein, je disais non mais c'est un scandale. Quand je voyais par exemple la SPA qui attrape les chats et qui commence par les stériliser, je disais c'est de la folie et tout. Puis maintenant quand même je me dis, en fait oui, vu la fécondité de ces espèces-là, dans un cadre naturel, elles seraient régulées. Et à ce moment-là, par des prédateurs, par la quantité de nourriture disponible, et à ce moment-là, il n'y aurait pas de problème. Mais là, le problème, c'est qu'il n'y a plus de régulation. Donc, s'il n'y a plus de régulation, on est dans des écosystèmes qui sont complètement déséquilibrés. Donc, sans une régulation externe appliquée par l'homme, donc la castration, je ne peux pas dire que je sois pour, mais je ne peux pas dire que je sois contre. J'en sais rien. Tu vois, moi, on a une chienne, par exemple, Pépite. Bon, je sais qu'on va lui laisser avoir une portée. Elle n'est pas castrée, elle n'est pas stérilisée, bien sûr, on va lui laisser avoir une portée. Mais après, est-ce que si elle commence à avoir une portée tous les ans, qu'est-ce qu'on va faire? Je ne sais pas si je ne vais pas me poser la question au moment. Parce qu'effectivement, alors peut-être qu'il y a d'autres moyens de réguler ça, mais sinon, enfin voilà, on va crouler sous les chiens et les chats. Et les chiens et les chats, ils sont concurrentiels avec l'homme au niveau de l'écosystème. Donc, il y a un moment où il faut réguler. Donc, qu'est-ce que j'en pense? Il y a quand même pas mal de chats castrés qui vivent. Par contre, ton chat, il va devenir tout calme, hein, tout tranquille. Ça va être un chat de canapé. Donc, est-ce que tu as envie de ça? Ou est-ce que tu as envie
de Jean-Claude Van Damme là, qui donne des culottés aux autres chats du quartier. Tout dépend. Tout dépend. Je ne peux pas te répondre. C'est vraiment des choix éminemment personnels pour ton chat. Alors, je regarde les questions hein, parce qu'il nous reste. Combien de temps il nous reste? Oh là là, 21 minutes. On va devoir couper. J'avais dit pas plus d'une heure. Puis pour vous aussi, pas plus d'une heure. Je regarde et puis on reprendra un petit peu. On reprendra les autres ensuite. Ouais, il y avait une question là que j'avais repérée là. On va prendre des questions de YouTube. Dans la vidéo, et ça c'est un point qui va vraiment être intéressant pour moi, dans la vidéo que j'ai faite sur la clé là, pour soigner toutes les maladies et ainsi de suite, il y a eu plusieurs remarques, alors en mail et puis dans les commentaires aussi, plusieurs remarques assez virulentes pour certains, là c'est pas le cas, hein, de personnes qui me disaient mais bon cette vidéo est bien par exemple, le seul truc que j'ai trouvé un peu gênant c'est que le CISR soutient qu'on peut soigner toutes les maladies. J'entends bien que le message de la vidéo n'est que de faire agir dans le bon sens, cependant le système immunitaire a ses limites. Une bonne hygiène de vie ne peut pas éviter n'importe quelle infection, maladie, et dans ces cas-là, il ne faut pas jeter la médecine classique qui pourra éviter le pire. Et quelqu'un qui me disait pareil, qui me disait, bon, mais il ne faut pas oublier que malheureusement, certaines bactéries, virus ou autres particules sont plus fortes que nous et que les médecins n'est pas uniquement là pour traiter un rhumatisme dû à une mauvaise rythme de vie. Je vais te dire, heureusement que dire que des bactéries sont plus fortes que nous, c'est faux. C'est absolument faux, puisque nous sommes bactériens. Donc il ne peut pas y avoir des bactéries qui soient plus fortes que nous. Les populations bactériennes à l'intérieur du corps, c'est une question d'équilibre. Et notre système immunitaire est avant tout bactérien. Et quand on me dit, voilà, on peut être sujet à des infections bactériennes, et heureusement qu'il y a la médecine, l'infection bactérienne n'est qu'un symptôme. Ce n'est pas une maladie en tant que telle. La maladie, en vérité, le problème sous-jacent, c'est l'épuisement de l'organisme. Effectivement, si tu as un organisme épuisé, alors à ce moment-là, tu peux être sujet à des infections bactériennes. Et alors là, qu'est-ce que tu vas me dire? Tu vas me dire, ah, mais alors à ce moment-là, heureusement qu'il y a la médecine qui va me donner des antibiotiques. Sauf que ce que tu oublies toujours pareil, c'est qu'il y a des effets secondaires. Et pour les antibiotiques, qu'est-ce qui va se passer? Les antibiotiques vont flinguer d'autant plus toutes tes bactéries, qui sont aussi tes populations qui te protègent des autres bactéries. Tu comprends la perversion du truc? C'est-à-dire que tu me dis, voilà, il y a des organismes qui sont faibles. Tu me dis, bon, on ne résiste pas à toutes les bactéries. Ça, je dis, c'est faux. C'est faux parce que s'il y avait une bactérie qui était tueuse pour tout le monde, on serait tous morts. Donc, heureusement, je veux dire, il y a des tas de gens qui sont exposés à des tas de bactéries tous les jours, dont certaines, streptocoques, staphylocoques et ainsi de suite. Et je veux dire, on ne les attrape pas. Pourquoi est-ce qu'on ne les attrape pas? Pourquoi est-ce qu'elles ne rentrent pas à l'intérieur? Parce qu'on a un système immunitaire. Bien sûr, il y a des gens qui ont un système immunitaire qui est plus faible et qui peuvent se retrouver sujets à des infections bactériennes. Mais le problème, c'est que si tu leur donnes des antibiotiques, alors je veux bien, il y a des gens qui me disent, mais dans certaines situations, on ne peut pas faire autrement. Peut-être qu'on ne peut pas faire autrement, ça demanderait à être prouvé, mais ce faisant, tu vas affaiblir d'autant plus ton système immunitaire, et donc, globalement, tu vas tirer dans la mauvaise direction. C'est-à-dire que tu t'enfonces. Et quand je dis, par provocation, je n'ai jamais vu quelqu'un qui aille voir un médecin qui soit en meilleure santé après, c'est l'évidence même. C'est l'évidence même, parce que quand on traite le symptôme, il y a toujours des effets secondaires, et ces effets secondaires vont être iatrogènes par eux-mêmes, parce que tu vas affaiblir ton système immunitaire, parce que tu vas affaiblir ton système circulatoire, parce que tu ne vas pas répondre aux problèmes sous-jacents, parce que tu ne vas ne faire que supprimer le signal. Une infection bactérienne, c'est un signal. Tu règles l'infection bactérienne, mais avec des jeûnes et choses comme ça, tu peux très bien régler les infections bactériennes aussi. Parce que le jeûne booste ton système immunitaire. Et là, tu auras répondu à la problématique, non pas en supprimant le symptôme, mais en y répondant exactement, en soutenant ton système immunitaire. Donc si on avait une médecine qui, voyant une infection bactérienne, te dise « Oh là, on va tout mettre en place pour renforcer ton système immunitaire pour qu'il fasse le job », ok, mais ce n'est pas le cas. C'est pas le cas, on va te donner les antibiotiques. Donc oui, je prétends que l'on peut soigner toutes les maladies en connaissant les lois, parce que les lois du vivant, parce que c'est le corps qui soigne ça. On donne du pouvoir à quelque chose qui n'est pas vivant. Rien ne peut agir sur le vivant que le vivant. Et toutes les substances que vous allez pouvoir ingérer, le vivant va se les approprier pour en faire quelque chose. Mais c'est le vivant, c'est la vie à l'intérieur de nous. La vie, on ne sait pas la susciter, on ne sait pas la contrôler, on ne sait pas la créer, on ne peut pas créer la vie. C'est un mystère. C'est un mystère pour l'humain. Il fait semblant de ne pas le voir, mais c'est un mystère pour l'humain. C'est un mystère merveilleux, c'est un mystère qui est plein de potentialités, plein de promesses et sur lequel on s'appuie dans ces vidéos.
Mais c'est un mystère ce vivant. Ce vivant, c'est comme un feu, il faut l'alimenter de manière adéquate. Hein. Aucun produit ne pourra susciter la vie. Et on passe notre temps à regarder à l'extérieur sur des tas de remèdes qui ne sont pas vivants, qui sont des matériaux inertes, hein, en espérant d'eux qu'ils nous donnent la vie. Mais ils ne pourront jamais te donner la vie. Ils ne pourront jamais restaurer ta vie. Ils ne pourront jamais alimenter ta vie. Hein. Ils pourront tout au plus, alimenter, des matériaux inertes peuvent alimenter la vie, mais ils ne pourront pas la susciter, ils ne pourront pas la restaurer. La vie, elle se perpétue d'elle-même, comme un feu quand il est bien alimenté. Hein. Mais tu sais, on est un peu comme les premiers hommes, entre guillemets, si tant est qu'ils existaient comme ça, c'est peut-être une simple fable, mais qui avaient un petit peu de feu, puis qui le préservaient parce qu'ils ne savaient pas le rallumer. Donc ils le conservaient, puis de temps en temps ils le faisaient prospérer, puis de temps en temps ils le ramenaient à l'échelle de petites flammes qui transportaient avec beaucoup de sacralité aussi, beaucoup de respect, un respect infini, parce qu'ils savaient que s'ils perdaient la flamme, c'était foutu. C'est pareil pour un humain. Si tu perds la flamme à force d'épuisement, hein, à force d'assaut contre l'organisme, à force de demandes d'adaptation répétées et qui sont trop importantes, ben tu perds la flamme. Et une fois que tu as perdu la flamme, aucun médicament, aucun remède ne pourra te l'apporter. Donc oui, on peut soigner toutes les maladies parce qu'il n'y a que le vivant qui peut se soigner. Il n'y a que le vivant qui peut se réparer. Aucun médicament ne pourra réparer le vivant. Tout ce que fait la médecine classique, excuse-moi, je change de position. Tout ce que fait la médecine classique, c'est de la prestidigitation. On supprime le symptôme. On casse le voyant sur ton tableau de bord et on te dit, il n'y a plus de problème. On balance des antibiotiques pour flinguer ces bactéries, on te dit, il n'y a plus de problème. Mais si, il y a un problème. Il y a ton système immunitaire qui est trop faible. Et ça, il faut y répondre de manière adéquate. Et c'est vraiment ce qu'on dit dans ces vidéos. Ton système immunitaire, il est vivant. Et pour se régénérer, ton système immunitaire, on a besoin de connaître les lois du vivant et s'appuyer dessus. L'hormèse, l'homéostasie, le jeûne, hein, tous ces principes-là que je décris en long et en large dans ces vidéos sont là pour nourrir le vivant. Mais comprenez bien qu'on ne fait, en supprimant les symptômes, que de la prestidigitation. On ne change rien à l'état de la personne. Rien. Elle est toujours aussi mal. Sauf que ça ne se voit pas. Je crois qu'on arrive au fin, 28 minutes. Ça va être le temps de se dire au revoir. Je vous souhaite une bonne régénération. C'est un peu court celui-là, mais bon, 1 heure. Il y en a qui m'ont dit qu'ils appréciaient les vidéos de 10 minutes. Il va y en avoir beaucoup plus dorénavant. En plus, ça tombe bien, moi, avec toutes les activités, 10 minutes, c'est bien. Mais on gardera quand même quelques bonnes petites questions-réponses pour passer un petit peu de temps tous ensemble. Sinon, moi, je vais être frustré. Je vous souhaite une bonne régénération. Je vous rappelle les petits rendez-vous 7-8 avril, le petit stage très sympa, donné par Bibi, mais inspiration orientée, on va dire quand même, vivre dehors. Mais physiologie. Physiologie, régénération, hormèse et ainsi de suite. Deuxièmement, un stage de vie dans les bois auquel je ne suis que participant, qui se passe à côté de chez moi, mais que je soutiens allègrement. Et le stage Régénère du 6 au 12 mai à Miramont de Guyenne. Il y a un numéro de téléphone que vous pouvez appeler maintenant pour vous inscrire. N'hésitez pas et ne ratez pas, c'est une occasion unique de venir expérimenter, de venir vous imprégner de tout ce qui fait l'essence de mon travail et de ces vidéos. Je vous souhaite une bonne régénération. De toute façon, la marée était basse, hein, donc il était temps d'aller ravitailler. On est bien quand même là, au milieu du vivant. C'est un bon cadre.